On parle souvent de transformer Mars en une planète habitable. On appelle ça la terraformation. L'idée est de créer une atmosphère respirable, de se protéger des rayons cosmiques et de rendre le sol fertile. Mais même si on relève ces trois défis, il restera un problème de taille. Mars est plus petite que la Terre, et donc la gravité à la surface y est plus faible. Le diamètre de la Terre est de 12 700 km, celui de Mars est seulement de 6 800. Conséquence, la gravité est environ 3 fois plus faible sur la planète rouge. La gravité, c'est ce qui fait accélérer les objets vers le sol. Plus la planète est grosse et plus l'accélération est importante, on appelle ça l'accélération de la pesanteur. L'accélération de la pesanteur sur Terre est de 1 g par définition. Sur Mars, elle est de 0,38 g seulement. Et malheureusement pour nos projets d'expansion, le corps humain n'est pas adapté à une gravité aussi faible. L'exemple extrême, c'est la Station spatiale internationale, où la gravité ressentie est nulle, l'accélération est de 0 g. Les terriens sont faits pour être plaqués au sol terrestre. Quand les astronautes séjournent dans la station, leurs os se fragilisent, leurs muscles s'atrophient, malgré un entraînement sportif constant. En temps normal, pour compenser le poids qui amène le sang vers le bas, la pression sanguine a tendance naturellement à pousser le sang vers le haut. Si vous enlevez la gravité, il ne reste plus que cette pression et le sang va vite vous monter à la tête, littéralement. On a même constaté chez certains astronautes que la circulation sanguine dans la veine jugulaire s'arrêtait, voire s'inversait. Le corps finit par s'adapter, mais pas entièrement. Au bout de quelques semaines, la pression sanguine dans le crâne déforme le globe oculaire. La moitié des astronautes ayant séjourné dans la station ont ainsi connu une dégradation de leur vue, dégradation souvent irréversible. Si les terriens veulent coloniser Mars, ils vont devoir trouver une solution à ce manque de pesanteur. Et une idée que j'ai eue serait de générer une gravité artificielle en mettant les habitations en rotation. Dans beaucoup de films de science-fiction, on retrouve déjà cette idée de roue gravitationnelle dans l'espace, et je me suis dit que ça pourrait être une solution d'adapter ça sur Mars. Dans l'espace, si la roue tourne suffisamment vite, la force centrifuge plaque les astronautes sur les parois avec la même intensité que le ferait une force de gravité. Cette force centrifuge, c'est celle qui vous éjecte d'un tourniquet et qui vous fait pencher à droite en voiture quand vous tournez à gauche. L'idée que j'ai eue pour cette vidéo, donc, c'est de reprendre le concept de roue gravitationnelle, de l'adapter à la gravité martienne pour faire tourner des maisons inclinées avec un angle bien choisi. En faisant ça, on cumule la gravité de Mars et la force centrifuge pour retrouver les mêmes conditions que sur Terre. Si vous êtes dans l'espace, loin de tout, et que vous lancez une pomme devant vous, une fois que la pomme est lancée, il n'y a plus aucune force qui s'exerce sur elle, et donc elle va partir en ligne droite avec une vitesse constante. Imaginez maintenant un vaisseau spatial en forme de roue en train de tourner dans l'espace, et imaginez qu'à l'extérieur, un astronaute essaye de s'accrocher au vaisseau. Il tourne en même temps que la roue, donc il a une certaine vitesse, qui pointe dans une direction différente à chaque instant. Et maintenant, imaginez que l'astronaute lâche la roue. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis ? Comme pour la pomme, il va partir en ligne droite en gardant sa vitesse constante, et donc il va s'éloigner de la roue et dériver pour toujours dans l'espace. Si on se place du point de vue du commandant du vaisseau, qui est resté à l'intérieur, et qui regarde par le hublot par exemple, le commandant va voir l'astronaute commencer à s'éloigner, comme si ce dernier subissait une force vers l'extérieur, une force centrifuge. Par contre, du point de vue de l'astronaute éjecté, il n'y a pas de force centrifuge, c'est juste qu'il arrête de s'accrocher, dès qu'il lâche, il n'y a plus aucune force qui s'exerce sur lui, et donc comme pour la pomme, il va partir tout droit à vitesse constante. La force centrifuge est uniquement perçue par le commandant parce qu'il est en rotation. Il n'y a pas vraiment de force créée par un objet sur un autre, c'est juste une illusion créée par la rotation. Les physiciens appellent ça une pseudo-force. Ce commandant, il est plaqué au mur à cause de la rotation, un peu comme dans un tourniquet qui vous éjecte vers l'extérieur.
Lui aussi, il a envie, entre guillemets, d'aller tout droit, mais le mur l'en empêche. Et c'est ça qui nous intéresse. Tout se passe comme si le commandant était attiré par le mur. Pour lui, ce mur auquel il est collé, c'est l'équivalent du sol. Et si la roue est assez grande et tourne assez vite, la force centrifuge aura la même intensité que la gravité à la surface de la Terre. Le commandant va alors pouvoir marcher dans le vaisseau comme s'il était sur Terre. Enfin, presque. On va voir qu'il y a quelques petits détails qui changent quand même. L'accélération qui s'exerce sur le commandant dépend de deux choses. Elle dépend, petit 1, de la vitesse de rotation. Plus ça tourne vite et plus l'accélération est grande. Et petit 2, l'accélération subie par le commandant dépend aussi de sa position dans le vaisseau. Elle dépend de sa distance avec l'axe de rotation. Plus cette distance est grande et plus l'accélération va être importante. Dans le tourniquet, si vous êtes au niveau de l'axe de rotation, l'accélération est faible, et plus vous éloignez de cet axe, et plus l'accélération centrifuge est importante. Donc la force centrifuge dépend de deux paramètres, la vitesse de rotation et la taille de la roue. Si on veut obtenir une accélération égale à 1g, comme sur Terre, il faut être sur cette courbe ici. Soit en prenant un petit vaisseau qui tourne vite, soit un grand vaisseau qui tourne lentement. J'ai fait le calcul pour quelques valeurs de rayon, donc de diamètre. Vous voyez qu'on a plusieurs possibilités. Par exemple, une petite roue de 10 mètres de diamètre qui fait un tour complet rapidement, en 4 secondes et demie. Ça marche, ça donne bien une accélération de 1G. Mais on peut aussi prendre une roue plus grande et qui tourne moins vite. Par exemple, une roue de 100 mètres de diamètre et qui met 14 secondes pour faire un tour complet. À ce moment-là, on pourrait se dire que c'est gagné, on a réussi à simuler la gravité terrestre, sauf que, vous allez le voir, on a encore deux problèmes à résoudre. Premier problème, on a vu que plus l'objet est loin de l'axe de rotation, plus il va tourner vite, et donc plus la force centrifuge va être importante, et donc plus la gravité ressentie va être importante. Mais maintenant, regardez le commandant. Quand il est debout sur la paroi, sa tête est plus proche de l'axe que ne le sont ses pieds. Il va y avoir une gravité ressentie plus faible au niveau de la tête qu'au niveau des pieds. Ça, c'est le premier problème. La force centrifuge n'est pas la même sur toute la hauteur du corps. Quand vous allez vous asseoir ou vous lever, vous allez le ressentir et ça va être désagréable. Et en plus de ça, il y a un deuxième problème. Il y a une deuxième pseudo-force créée par la rotation. On l'appelle la force de Coriolis. Alors regardez, je vais vous remontrer l'animation, mais cette fois en fixant la caméra sur la roue. On est maintenant donc dans le référentiel de la roue et du commandant. Les étoiles tournent par rapport à ce référentiel. Au début, l'astronaute extérieur est fixe par rapport à la roue, donc s'il arrête de s'accrocher, on pourrait se dire il n'y a plus aucune force qui s'exerce sur lui. Donc comme pour la pomme, il devrait rester à vitesse constante. Et comme ici sa vitesse est nulle, eh ben, il devrait rester immobile. Mais, vous le savez, c'est pas du tout ce qui se passe. Dès que l'astronaute lâche, il va s'éloigner de la roue. Effectivement, on l'a vu dans le référentiel de la roue, il faut prendre en compte la force centrifuge. Cette force centrifuge fait accélérer l'astronaute vers l'extérieur et l'éjecte du vaisseau. Et maintenant, question à 1 million de dollars, à votre avis, à quoi va ressembler la trajectoire de l'astronaute? On peut tracer un axe entre le centre de rotation et l'astronaute. La force centrifuge est portée par cet axe vers l'extérieur. Donc, a priori, l'astronaute y part en ligne droite en suivant cet axe. On va tester. C'est la même animation que tout à l'heure. Les objets tournent et se déplacent exactement de la même manière. Le seul changement dans la vidéo de droite, c'est que la caméra est accrochée à la roue. À gauche, la caméra était fixe par rapport aux étoiles. À droite, elle est maintenant fixe par rapport à la roue. Et donc, regardez ce qui se passe dans le deuxième cas. Quand l'astronaute lâche, du point de vue de la roue, il s'éloigne comme s'il subissait une force centrifuge, ça c'est bon, on a vu, mais il ne s'éloigne pas en ligne droite. Sa trajectoire est courbée en une spirale, comme s'il subissait une autre force en plus de la force centrifuge. Cette autre force qui courbe la trajectoire, c'est la force de Coriolis. Le commandant, lui, ne bouge pas par rapport au vaisseau,
donc il va subir uniquement la force centrifuge qui le colle aux parois, mais imaginons qu'il se mette en mouvement, il va lui aussi subir cette force de Coriolis qui peut le désorienter. C'est cette force de Coriolis qui fait que les ouragans tournent dans un sens dans l'hémisphère nord et dans l'autre sens dans l'hémisphère sud. Si ça vous intéresse, je viens de faire une vidéo là-dessus, c'est sur la chaîne secondaire. On a donc deux problèmes si le vaisseau est trop petit, la force centrifuge qui n'est pas la même au niveau des pieds et au niveau de la tête, et la force de Coriolis. Allez, on adapte tout ça à la planète rouge. Voilà à quoi pourrait ressembler une maison gravitationnelle. J'ai enlevé des murs pour qu'on voit l'intérieur. On a 24 appartements de 70 mètres carrés environ. Je vous préviens, le loyer risque d'être un peu cher. Ici, ne vous trompez pas, les rectangles rouges, ce sont les sols des appartements. Avec une vue depuis l'intérieur, vous voyez que l'habitant est très penché par rapport au sol martien. Bien sûr, en pratique, le mur sera remis parce que bon, le décor qui tourne en permanence, bonjour la nausée. Alors pourquoi est-ce qu'on a cet angle si élevé entre la maison et le sol martien? Ça vient du fait que l'habitant subit deux accélérations. L'accélération centrifuge horizontale et l'accélération de la pesanteur verticale. En combinant les deux, ça donne une accélération totale en diagonale. Si vous habitez dans la maison en rotation, c'est cette accélération en diagonale que vous allez ressentir. Donc pour vous, cette accélération diagonale, c'est ce qui pointe vers le bas. Du coup, il va falloir mettre un sol perpendiculaire à cette direction diagonale. C'est pour ça que le sol en rouge est incliné. Il faut que le sol de la maison fasse un certain angle avec le sol martien. Ça, c'est la première contrainte. Et la deuxième contrainte, c'est que l'accélération totale ressentie doit être égale à 1g. C'est tout le but de la manœuvre. On veut évoluer dans la maison avec la même gravité ressentie que sur Terre. On le voit d'ailleurs ici, la flèche diagonale est plus longue que la flèche verticale. La gravité totale ressentie dans la maison est plus forte que la gravité martienne. Si on veut augmenter l'accélération totale ressentie, il faut donc augmenter l'accélération centrifuge horizontale. On a deux inconnus. Petit 1, l'angle entre le sol de la maison et le sol martien. Et petit 2, la valeur de l'accélération centrifuge. Pour déterminer ces deux inconnus, on a deux contraintes. Petit 1, le sol de la maison doit être perpendiculaire à l'accélération ressentie. Si c'est pas le cas, on aura l'impression que le sol est incliné. Et petit 2, la valeur de l'accélération totale ressentie doit être égale à 1g, comme sur Terre. J'ai fait le calcul, si vous voulez, j'ai aussi mis le détail sur la chaîne secondaire, et j'ai trouvé un angle de 68 degrés. Si on veut construire des maisons gravitationnelles sur Mars, pas le choix, peu importe la taille de la maison, il faut que l'angle avec le sol soit de 68 degrés. Pour la Lune, la pesanteur est encore plus faible, donc il faut un angle encore plus grand, on trouve un angle de 80 degrés. On n'est pas loin des 90 degrés comme dans le vide. A l'inverse, si on adapte ça sur Vénus, la pesanteur est de 0,9 g, on est proche de la gravité terrestre, donc il n'y a pas besoin d'un angle trop grand. Ici, 25 degrés suffisent. Ok, on a trouvé la valeur de l'angle, 68 degrés. Au passage, en faisant le calcul, on a trouvé la valeur de l'accélération centrifuge. Il reste un détail à régler. Ok, on sait quelle est la valeur de l'accélération centrifuge qu'on veut, mais pour l'obtenir, on a le choix. On peut faire une petite maison qui tourne vite, ou une grande maison qui tourne lentement. Dans les deux cas, on aura la même accélération centrifuge. Dans les deux cas, on aura le même angle de 68 degrés. Il faut juste faire un choix sur la taille de la maison, et vous allez voir, il va falloir trouver un compromis. D'un côté, on en a déjà parlé, si la maison est trop petite, votre tête est plus proche de l'axe de rotation, donc elle tourne moins vite, et donc la gravité ressentie est plus faible qu'au niveau des pieds. Si la maison est petite et tourne rapidement, il va y avoir beaucoup de différences entre la tête et les pieds, vous allez être désorienté, vous allez avoir le tournis. J'ai fait le calcul pour différents diamètres. Là, on a une maison de 10 mètres de diamètre, et j'augmente le diamètre 20, 30, 40, jusqu'à 2000 mètres, soyons fous. Je calcule la période de rotation qu'il faut pour avoir la bonne gravité à la fin, la fameuse accélération de 1g, et voilà ce que j'obtiens. Si la maison fait 10 mètres de diamètre,
le tour complet doit durer 4,7 secondes. Pour une maison de 200 mètres de diamètre, le tour complet doit faire 20,8 secondes, etc. Pour chaque ligne, j'entre une valeur pour le diamètre, et ça me calcule à quelle vitesse doit tourner la maison. Donc vous voyez, en haut, on a des petites maisons qui tournent vite, et en bas, des grandes maisons qui tournent lentement. Là, il faut bien noter que les calculs sont faits pour obtenir exactement 1 G d'accélération au niveau des pieds. Ce qu'on peut faire, c'est également calculer l'accélération au niveau de la tête. Comme ça, on voit s'il n'y a pas trop de différence. Pour une très grande maison, l'écart va être faible. On voit que si le diamètre fait 400 mètres, on n'est pas exactement à 1 G au niveau de la tête, mais bon, on est à 0,99 G, donc ça va. Par contre, pour une petite maison, les problèmes arrivent. Si on a un diamètre de 20 mètres, par exemple, on a bien une accélération de 1 G au niveau des pieds, mais on descend à 0,86 G au niveau de la tête. Là, la différence est trop forte entre les pieds et la tête. Vous allez avoir des nausées, votre tête va même pas être attirée perpendiculairement au sol. Il va pas y avoir la même gravité d'un bout à l'autre de la pièce. Dès que vous bougez, la force de Coriolis va modifier les trajectoires. Bref, ça va être l'enfer. Pour éviter tout ça, on va se limiter à une différence de gravité entre les pieds et la tête de 2% maximum. Et la conséquence, c'est que la maison doit faire au moins 130 mètres de diamètre. Ça, c'est vraiment la limite basse. On pourrait être encore plus exigeant, bien sûr. Mais du coup, on pourrait se dire, autant construire une maison énorme, comme ça il y a quasiment plus de différence entre les pieds et la tête. Sauf que, déjà, ça demande beaucoup de matériaux, et en plus, si on rajoute une colonne pour la vitesse au bord de la maison, je vous ai dit que plus la maison était grande et plus elle tournait lentement, effectivement, il y a moins de tours par minute, la maison va mettre du temps à faire un tour complet, mais ça n'empêche pas que la vitesse en km/h au bord, elle va augmenter. Il ne faut pas confondre la vitesse angulaire en tours par minute et la vitesse linéaire au bord en km/h. Ici, on constate que plus la maison est grande et plus la vitesse en km/h est élevée. Pour une maison d'1 km de diamètre, on dépasse les 240 km/h. À cette vitesse, déjà, le moindre frottement fait perdre beaucoup d'énergie, et surtout, pour rentrer dans la maison, c'est pas très pratique. On pourrait imaginer un rail qui fait le tour, avec un wagon qui accélère progressivement jusqu'à coller à la vitesse de la maison. Pour ça, il vaut mieux que la vitesse au bord en km/h ne soit pas trop grande. Et donc, une maison d'1 km de diamètre, c'est trop. Il faut trouver un compromis. Si la maison est trop petite, il y a trop de différence de gravité entre les pieds et la tête. Et si la maison est trop grande, la vitesse au bord devient gênante. On avait pris 134 mètres de diamètre pour avoir une différence de gravité de 2%. Dans ce cas-là, la vitesse au bord est de 89 km/h, ça reste raisonnable, on a trouvé un bon compromis. Donc message aux ingénieurs du futur qui construiront des maisons sur Mars, inclinez le sol à 68 degrés et construisez des maisons entre 100 et 300 mètres de diamètre. J'espère que ça vous a plu, c'était une petite idée que j'ai eue, j'avais envie d'en faire une vidéo. Si vous faites des études scientifiques, vous pouvez aller voir mes chaînes secondaires, ça vous intéressera sûrement. Comme d'habitude, on se retrouve en direct sur Twitch à 20 h juste après la sortie de la vidéo. Et peut-être que j'intercalerai d'autres hors-séries, je sais pas, mais en tout cas, on va très vite démarrer la série sur la relativité. J'ai très hâte de vous montrer ce que j'ai préparé là-dessus. Allez, portez-vous bien et à bientôt.